je vous propose de voir un peu mieux les problématiques qui se dégagent sur cette deuxième circonscription de Charente avec, il y a 12 candidats sur cette circonscription. On voit ça avec Jérôme Debeuf et Cécile Landais. C'est certainement l'une des circonscriptions les plus atypiques de l'après-redécoupage. Un étirement géographique vertigineux et plus de 160 communes à connaître pour les candidats. Dans ce contexte compliqué, la députée sortante socialiste Maryline Reynaud s'appuie d'abord sur son expérience pour évoquer les problématiques locales. Enchantée. Quand je discute, si vous voulez, avec les élus, ils savent que je suis de gauche, mais je ne fais pas d'ostracisme non plus. Je ne vais pas dire je ne vais pas vous aider parce que vous êtes de droite, au contraire, mais il y a toujours mes convictions de gauche qui passent aussi dans ma démarche et dans la façon d'aborder des projets. Donc c'est vraiment un tout. Faire la démonstration de sa connaissance du territoire est un enjeu important. Le maire de Reignac, Daniel Sauvêtre, patron de l'UMP charentais, a pour l'instant le costume du challenger. Et dans un contexte politique difficile pour l'UMP, c'est sur un autre terrain que se joue cette campagne. Ce que les élus attendent, mais c'est vers des citoyens aussi, c'est un élu qui va se battre pour eux, qui va les écouter, les comprendre et qui va porter leur message et dont l'action et l'engagement leur rendra service, je dirais quelque part au-delà de l'engagement politique. Combativité et perspective. Les dossiers économiques font partie des thématiques de campagne. Pour le candidat MoDem, Jérôme Sourisseau, l'économie et notamment le potentiel de développement de la Spirit Valley est un enjeu majeur. Ce sera un rôle important du député demain, parce que rien ne sert d'aller défiler sous des banderoles. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de jeunes qui restent. S'il n'y a pas de jeunes qui restent, il n'y a pas des enfants dans les écoles. S'il n'y a pas d'école, les gens ne s'installent pas. Enfin, on est après dans une spirale négative et je crois qu'il faut l'inverser. Et la clé de tout au départ, c'est qu'on ait un développement économique conséquent. Politiquement, la tâche s'annonce plutôt rude à droite et au centre droit avec la multiplication des candidatures. Brigitte Millet, qui affiche une image de droite humaniste, estime que les personnalités présentées par les appareils politiques ne sont pas capables de rassembler. Les chances, elles sont véritablement ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Ça, là-dessus, pour avoir rencontré beaucoup de personnes depuis de nombreux mois, le résultat est là. Je ne suis pas ici aujourd'hui par hasard. De son côté, le FN espère bien provoquer une triangulaire en s'appuyant sur la dynamique présidentielle et l'un des thèmes de la campagne, l'abandon de la ruralité. Les plus pauvres, ce sont les gens qui sont dans les ruralités. Et c'est pour ça que le vote qui s'est exprimé au présidentiel, on a vu que ce sont les ruralités surtout qui portaient Marine Le Pen en tête. Donc il faut prendre acte de tout ça. Le FN qui revendique ainsi de bons scores dans plusieurs communes rurales du Sud-Charente. Voilà, et les autres candidats sur cette deuxième circonscription de la Vienne sont Elisabeth Tomasini du Mouvement pour la France, Marion Maltor du Parti Pirate, Jocelyne Henriot de l'Union des radicaux centristes indépendants et démocrates, Gwenaëlle Gamine pour Lutte ouvrière, Françoise Garando pour Europe Écologie Les Verts, Sylvie Mamet du Front de gauche et Martine Lhuillier pour Debout la République. Est-ce que vous regrettez qu'il y ait autant de candidats dans chacun de votre camp d'ailleurs ? C'est toujours... je suis la seule socialiste, il n'y a pas de dissidents. Non, dire à droite, à gauche... Mais c'est toujours comme ça. La dernière fois, il y avait 13 candidats. Donc c'est toujours la pluralité politique. Et on rappelle aussi que c'est aussi un moyen de financer les partis politiques. On se rappelle qu'une voix équivaut à 1,50 € ou 60. Oui. 1,55 €, je crois, oui. Une triangulaire est possible dans vos circonscriptions ? Tout est possible. Hein. Tout est possible. On espère que non. On va parler un peu plus tard du rôle du Front National. Juste avant, j'ai oublié de vous parler d'un fait local dans votre circonscription. Le centre de découverte d'Aubeterre fait actuellement face à de grosses difficultés financières qui fragilisent la structure et ses missions d'éducation à l'environnement. Une manifestation est prévue le 30 mai au port de L'Houmeau. Quel regard portez-vous sur ce dossier et que peut faire un député ? Eh bien, d'abord, j'ai tout de suite, même avant, il y avait des problèmes aussi de fermeture et de suppression de postes à Aubeterre. J'ai écrit au précédent ministre qui m'a fait une réponse un peu à la normande, on ne savait pas trop. J'ai rendez-vous, justement, je serai le 30 avec le personnel. Ils veulent, avec les problèmes financiers, faire en sorte que le travail soit raccourci dans l'année par rapport aux enseignants et au personnel. Donc tout mon travail, c'est, comme je l'ai déjà fait, j'ai déjà envoyé un courrier à M. Payon et nous verrons
après, j'espère, mon élection, porter ce dossier plus avant au ministère. Voilà. Donc c'est le travail du député. La situation ne me paraît pas insoluble. On a, j'ai cru comprendre, un chiffre d'affaires de 800 000 euros avec un trou de 50 000 euros. Chacun sait, dans le sud de Charente, l'importance de cet équipement, à mon sens, sur la base d'un projet éclairci, maîtrisé. Je pense qu'on doit pouvoir trouver une solution. En tous les cas, si j'étais élu, je n'aurais pas trop de difficultés à aider et à me préoccuper de comment donner un bel avenir à cet équipement. La disparition des services publics en milieu rural est un vrai problème que vos électeurs vivent, j'imagine, au quotidien. Chez vous, quels sont les problèmes les plus importants et quelles sont les solutions à apporter ? Au niveau hospitalier, par exemple. Niveau hospitalier, bon, sur Cognac, l'hôpital est en train de sortir de terre et la chirurgie a été donnée au privé il y a déjà quelques années, donc il faut être vigilant. À Barbezieux, il y a un problème, il y a la restructuration des hôpitaux Sud-Charente avec le départ de Château-Saint-Bernard sur Barbezieux. C'est un dossier que moi j'ai appuyé. J'ai d'ailleurs, je suis intervenue dans l'hémicycle à ce sujet-là et M. Sauvêtre le suit. Donc, par rapport au pôle hospitalier, il faut faire attention, à garder nos spécialistes et également à attirer aussi de nouvelles spécialités. Sur Barbezieux, il manquait par exemple des cardiologues, sur Cognac aussi. Donc le travail aussi, c'est de faire en sorte que la population médicale soit présente sur le territoire. Se pose le problème aussi de la désertification en milieu rural par rapport aux médecins. Il y a beaucoup de cantons qui n'ont plus de médecins. Daniel Sauvêtre, je crois que vous êtes un tout petit peu difficile de temps de parole. C'est l'union sacrée à ce niveau-là ? Oui, c'est l'union sacrée. Et puis, en matière puisqu'on est rendu dans les zones un peu plus difficiles qui craignent de perdre leur médecin, la réponse qui marche, mais qui est vraiment spécifique à nos territoires, c'est la coopération entre les communes, c'est la capacité des maires et des équipes municipales à travailler ensemble. L'intercommunalité. Oui, pour développer des maisons médicales de manière à avoir, au-delà de la simple maison médicale, mais des territoires attractifs qui, justement, réussissent à plutôt inverser la courbe en matière de services, puisque j'ai été président de communauté de communes pendant 5 ans, où on a réussi, parce qu'on coopérait ensemble, à développer des services à petite enfance, réussi à rénover un cinéma. Et donc, dès lors que les communes sont ensemble, on peut, en territoire rural, réussir à inverser les difficultés. Daniel Sauvêtre, on sait que cette année sera catastrophique pour de nombreux producteurs de pommes à cause d'un printemps humide et froid qui n'a pas permis de la pollinisation des arbres fruitiers. Si vous êtes élu, ferez-vous du lobbying pour les producteurs de fruits ? Je rappelle que vous êtes à la tête d'une entreprise qui produit à peu près 3500 tonnes de pommes et que vous êtes le président de l'association nationale Pommes-Poires. Est-ce que vous serez un lobbyiste ? Je changerai de casquette, c'est-à-dire que ça ne sera plus le travail du lobbyiste qui est le représentant professionnel, mais en revanche, je serai l'intermédiation entre ce que je connais de cette profession qui, cette année, va terriblement souffrir, et un État dont je souhaite qu'il se préoccupe très précisément de ce qui se passe, de manière à pouvoir accompagner. Vous savez que l'arboriculture a la particularité d'employer beaucoup de main-d'œuvre et qu'on est sur une production terriblement mondialisée. Passer une année sans récolte, comme ça sera le cas pour le Limousin, ça sera un peu moins vrai pour les Deux-Sèvres, mais ça va être sévère quand même. Comme pour les Charentes, il va falloir un sacré accompagnement, oui. Marine Reynaud, si vous êtes réélue... J'accompagnerai tout à fait M. Sauvêtre dans tout ce travail-là. C'est vrai que vous avez une belle entreprise et donc il faut absolument que ce problème des fruits et légumes aussi soit porté au plus haut niveau et puis pour permettre aussi qu'il y ait un revenu décent à ceux qui, malheureusement, n'auront peut-être pas de revenus. Marilyn Reynaud, vous êtes un soutien de Ségolène Royal dans sa lutte face à Olivier Falorni. Elle vient de recevoir un soutien de poids, la personne de... Vous me regardez avec des gros yeux. Non, j'ai pas du tout... je me suis pas prononcée sur le soutien à Ségolène Royal. J'ai rien dit. Autant pour moi. Ceci dit, que pensez-vous de l'arrivée, de la venue de Jean-Marc Ayrault la semaine prochaine pour soutenir Ségolène Royal ? Est-ce qu'elle en a besoin ? Je sais pas, c'est Ségolène qui voit. Bon, on parle de parachutage pour Ségolène. Bon, pour moi, c'est pas un parachutage. Si vous voulez, je fais pas partie de son comité de soutien, mais je la soutiens quand même. C'est pas quelque chose de très formel. Plutôt Ségolène Royal que Olivier Falorni ? Oui, moi je soutiens toujours. J'ai toujours soutenu les candidats du Parti socialiste. Bon, après de faire venir. Et vous préférez Ségolène Royal, présidente de région, ou présidente de l'Assemblée nationale ? On verra. On verra, parce que on verra. Mais non, parce que l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale sont les députés qui votent d'une façon individuelle.
Je ne sais pas, on verra. Daniel je peux pas me Sauvêtre, prononcer. À droite aussi, certaines divisions apparaissent au grand jour. Il s'agit surtout pour le moment de la lutte pour le leadership de l'UMP entre Jean-François Copé et François Fillon. Quel est votre favori? Et que pensez-vous de cette lutte qui agite l'actualité politique de la semaine? Ce n'est pas ma préoccupation du moment. En ce moment, je suis tourné vers les électeurs de la seconde circonscription et je me dis que passé les élections législatives, nous serons toujours à temps d'avoir ce débat et de choisir notre leader. Ça n'est pas ma préoccupation. Vous n'avez pas fait votre choix encore, il n'y a pas de favori entre l'un ou l'autre? Non, mais même si je l'avais fait, je peux vous assurer que c'est vraiment pas le sujet du jour. Alors c'est en Charente que le Front National fait son meilleur score dans la région. Marine Le Pen dépasse les 20% dans 8 des 35 cantons du département et dans certaines communes rurales, elle est autour de 30% des voix. Elle atteint même plus de 41% dans la petite commune de Sauvignac, près de Brossac. C'est chez vous, c'est de votre circonscription. Comment analysez-vous cette percée frontiste dans votre territoire, Marilyn? Alors d'abord, Sauvignac, c'est une commune que je connais particulièrement. J'y suis allée plusieurs fois. C'est une commune qui est tout à fait au bout de la Charente et ils sont quand même très isolés. Et le maire avait donné sa signature pour Marine Le Pen. Mais au-delà du résultat sur Sauvignac, je crois qu'il y a un socle dur Front National et aussi une autre partie des gens qui sont désespérés, qui ne croient plus en rien et qui n'ont pas bien regardé le programme qui était proposé par François Hollande. Ce sont des gens que nous, on a ramenés avec nous, qu'on a perdus, qu'on n'a peut-être pas assez écouté. C'est vrai que les problèmes de ruralité, fermeture des services publics, problèmes de chômage, d'emploi, les petites retraites, les problèmes de santé, tout ça fait que les gens, au bout d'un moment, sont perdus et ne savent plus où se tourner. Des solutions pour les retrouver si vous les avez perdus, il faut bien les retrouver. Mais pour les retrouver, déjà, il faut les écouter. Et en faisant le tour des communes à chaque fois, et spécifiquement dans les communes qui ont le plus voté Front National, je m'interroge à chaque fois, puisque souvent ça touche des communes où on a l'impression qu'il ne peut y avoir aucun problème tellement les paysages y sont beaux et le clocher est sympathique. Et en fait, on retrouve la crainte de réglementation qui s'accumule et qui déshumanise, déresponsabilise. Et cette crainte des normes qui tombent de Bruxelles, on sent qu'il y a une perte d'identité ou d'envie de vivre comme ils le souhaitent. Et donc je crois qu'il faut vraiment être attentif parce que ça renvoie également au problème de la France en matière de compétitivité. Faites-vous partie de ces responsables UMP qui demandent un rapprochement entre le FN et l'UMP? Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous êtes patron de l'UMP départemental. Mon sujet, c'est d'écouter tous les électeurs. Et quand je vais dans une commune, je me préoccupe de savoir quelle est leur préoccupation. Le vote, la façon dont ils le traduisent en vote est une vraie question, mais c'est surtout si l'on résout les problèmes, si jamais on crée les conditions d'un avenir meilleur. Ma question, rapprochement ou pas rapprochement avec le FN? Pas de rapprochement avec le FN. Pas de rapprochement. François Hollande a-t-il réussi ses premiers pas de président de la République? Tout à fait. De toute façon, il s'était engagé tout de suite. Je n'attendais pas ce que vous me disiez non, ceci dit. Heureusement. Et j'en suis parfaitement convaincue en plus qu'il a réussi ses premiers pas. D'abord, la mesure forte de baisser le salaire du président de la République et des ministres. Et puis de tout de suite aller voir Madame Merkel pour justement annexer au traité des clauses pour faire qu'il y ait vraiment la croissance. Et également, on l'a vu aux États-Unis. Et en Afghanistan également, ce vendredi. Daniel Sauvêtre. Moi, j'ai un petit souci quand même, c'est qu'on parle de la croissance, on croit en la croissance comme au Père Noël, alors que précédemment, le travail sur la croissance, c'était des réformes structurelles qui devaient nous conduire à avoir un terrain plus fertile au développement des activités. Aujourd'hui, j'ai le mot croissance qui est répété à qui veut l'entendre, et on dit même que chaque personne qui prononce le mot croissance reverse des royalties à François Hollande. À mon sens, il va falloir démontrer que nous créons les conditions de la croissance et qu'on ne l'attend pas simplement de Mme Merkel ou de l'extérieur. Nous avons besoin de travailler en interne sur la croissance. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre ou même les précédentes. Tiens, n'oubliez pas